Il est 7h30 du matin, je sors de l'hôtel, j'ai laissé tous mes petits loulous et je pars direction la maison des maternelles. On va y parler du sommeil de l'enfant. J'ai 1,2 km à faire, donc autant dire, faut pas que je traîne. Avec Fabien, on a vécu 6 ans à Paris. Alors c'est un petit peu marrant pour moi de me retrouver à Paris à 7h30 du matin comme ça et de reprendre un peu un trajet comme si j'allais à mon ancien boulot. Voilà, ça me rappelle des souvenirs. Voilà, je suis dans la rue. Ce restaurant c'était mon repère parce qu'en fait je n'ai pas de portable. Enfin si j'en ai un mais je l'ai mis en mode avion parce que hier soir en arrivant le câble s'est mis à ne plus fonctionner. Donc je préserve ma batterie coûte que coûte. J'ai donc mémorisé le plan pour venir ici sur l'ordinateur de Fabien. Je devrais plus être très loin. En fait c'est une vraie maison, donc elle est complètement équipée, il y a une cuisine, un salon, une salle de bain, des chambres. Et voilà, donc là je suis allée au maquillage, c'est la deuxième fois depuis mon mariage que je me fais maquiller, je pense que ça change. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la maman d'Arthur qui a 4 ans et de Gaspard qui a 15 mois. Alors vous, les nuits blanches, c'est plus qu'un lointain souvenir. Oui. Mais enfin bon, du coup vous vous sentez mieux. Vous allez nous expliquer pourquoi. Merci d'être venu d'Angers. On peut dire que vous avez eu une grande désillusion quand vous êtes rentrée de la maternité. Qu'est-ce qui s'est passé avec Arthur? Eh bien en fait à la maternité, Arthur il dormait super bien. Donc voilà, c'était un beau bébé. D'ailleurs c'était un peu frustrant pour ceux qui venaient nous voir parce qu'il dormait tout le temps. Et puis en fait en arrivant à la maison, ça a été tout le contraire. Je n'arrivais pas à l'endormir, je le posais dans son lit, il pleurait, il se réveillait 10 fois par nuit, c'était complètement haché. Donc en fait le problème c'était de l'endormir. Une fois qu'il était endormi, il se réveillait pas. Alors au début, il y avait évidemment je l'allaitais, donc il y avait les tétés, il se réveillait pour téter. Mais l'endormissement était un calvaire, j'y passais des fois 3-4 heures. Enfin, après chaque tété, vous aviez du mal à le réendormir? Oui. Il s'endormait pas sur le sein naturellement? Des fois, ça pouvait arriver qu'il s'endorme sur mon sein, mais il se réveillait de toute façon tout le temps quelques minutes après. Et pour l'endormir pour sa nuit, c'était un calvaire, j'y arrivais pas en fait à le poser pour qu'il s'endorme. Et donc vous avez fait quoi? Vous avez fait du cododo alors du coup? Oui, on a essayé le cododo, on l'a bercé jusqu'à ne plus sentir ses bras. On a essayé beaucoup de choses en fait pour pouvoir essayer de ralentir ces phases d'endormissement qui nous prenaient toutes nos soirées. Et du coup on n'avait plus de temps pour nous. Et puis à un moment il a réussi à s'endormir? Oui, au bout d'un moment en fait on a enfin réussi à trouver une technique pour l'endormir, une façon de faire avec lui. Qui était quoi? Qui a été complètement une refonte en fait de notre comportement le soir avec lui, la façon dont on s'y prenait pour l'endormir, pour le calmer, pour l'apaiser et pour l'emmener dans une phase de sommeil qui soit beaucoup plus constructive pour lui. D'accord, alors on va en reparler évidemment justement de l'intérêt aussi de changer sa propre attitude. Donc là il avait quel âge? Il avait à peu près 9 mois. Voilà, et donc après ça s'est bien passé? Après ça s'est bien passé, oui. Il n'y a pas eu d'événement qui a fait que... Alors je dis ça parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un déménagement qui l'avait un petit peu perturbé. On a eu un déménagement quelques mois après et forcément ça a remis à plat beaucoup de choses, surtout notamment les réveils nocturnes. Donc du coup il a fallu réajuster, retrouver des solutions pour le faire dormir le plus longtemps possible pendant Donc la moindre perturbation reperturbe le sommeil, c'est ça aussi le problème. Amélie, vous avez essayé quoi alors si vous devez tout lister? Moi aussi j'ai essayé des techniques assez cocasses. On avait acheté une balancelle, donc il avait fallu trouer le plafond pour pouvoir y accrocher la balancelle, pour pouvoir répéter un mouvement. On a été voir un microkinésithérapeute en se disant que notre bébé était déréglé et que du coup il fallait que quelqu'un nous aide à le régler bien. Évidemment, alors il y a eu les bras jusqu'à n'en plus pouvoir, la nacelle aussi que l'on bougeait, les tours en voiture que l'on a oui, ça on a tous fait là, les tours en voiture. Ou après l'enfant se réveille de toute façon. Voilà, on ouvre la porte et là... Et vous partiez de nuit avec votre voiture? Ouais, donc le soir, vers 8h, 8h30, et on partait une demi-heure, alors soit mon mari, soit moi, pour essayer de l'endormir. Il s'endormait. Mais dès qu'on revenait à la maison, pour le remettre dans son lit, évidemment, il se réveillait. Donc en fait, on a essayé beaucoup de choses. On a essayé les mobiles, on en a même acheté 2, parce que le premier ne marchait pas. On se dit, ça vient du mobile, on en achète un deuxième. Et en fait, on essayait vraiment de trouver des solutions
à appliquer pour faire dormir notre enfant. Amélie, alors vous avez essayé donc la voiture, le mobile, les étoiles, et puis après, est-ce que vous vous êtes dit, ça vient peut-être pas de lui, mais peut-être de nous? Vous avez eu une prise de conscience? En fait, rien ne marchait et je me suis dit, c'est quand même bizarre que je ne puisse pas endormir mon enfant. J'imagine que tout le monde y arrive. Et là, on a eu une grosse prise de conscience et on s'est dit, faut qu'on trouve quelque chose qui marche parce qu'on était fatigués et on avait aussi besoin le soir de se retrouver, d'avoir un moment calme pour faire ce qu'on aimait. Et on a commencé à beaucoup lire, beaucoup se documenter. Et en fait, on a pris conscience que fallait plus agir sur notre comportement à nous en tant que parents plutôt que de trouver des solutions qu'on allait pouvoir appliquer à notre enfant. Alors qu'est-ce que vous avez changé alors du coup? Eh bien en fait, on a été beaucoup plus impliqués, beaucoup plus investis pour notre enfant le soir. On a aussi mis en place un comportement, ce que j'appelle le comportement décroissant, c'est-à-dire aller vraiment vers le calme au maximum. Et en fait, cette manière de l'apaiser, qui nous apaisait aussi, et donc de pouvoir entrer dans le sommeil de façon très sereine. Évidemment, toujours en l'accompagnant. On l'a beaucoup accompagné, soit au sein au début, puis après, quand je ne l'ai plus allaité, en le berçant, en lui touchant le dos, en lui chuchotant des choses. Je suis pas une grande chanteuse. Mais du coup, toujours en l'accompagnant. Et c'est cet accompagnement et c'est notre attitude très bienveillante, très, très proche de lui, qui lui a, je pense, aussi permis d'être plus serein et d'accepter la séparation, parce que c'est vrai que la séparation, comme vous le disiez, c'est aussi un grand moment pour l'enfant. Il va être séparé de son parent, il va être dans le noir. C'est vrai que ça fait peur. Donc du coup, vous avez vraiment vous avez vu le changement. Donc la clé, docteur, c'est peut-être d'observer son enfant. Bien sûr. Oui, d'observer à la fois les moments où il commence à avoir sommeil. Il faut pas rater l'heure. Ça aussi, parce qu'on était très accrochés au fait de se dire il est 8h ou il est 7h30, il faut aller au lit. Ça rejoint ce que vous disiez, docteur. Et en fait, des fois, il n'était pas fatigué à cette heure-là. Voilà. Gaspard, il dort très bien. Allez, Gaspard, il dort très bien. Allez, regardez. Merci d'être venu témoigner. On va à présent voir la Tour Eiffel. C'était marrant parce que Fabien et les garçons sont venus me rejoindre sur le plateau. Du coup, Arthur a même joué un peu avec toute l'équipe. Ils l'ont trouvé très amusant. Donc c'était plutôt sympa. Et puis évidemment, on vient voir la Tour Eiffel parce que on ne peut pas passer à Paris sans aller voir la Tour Eiffel. Pour Arthur, c'est un petit peu un rêve que de la voir en vrai. Nos petites tours Eiffel, donc normalement on n'est pas forcément pour acheter ce type d'objet touriste, voilà. Mais par contre on va pouvoir s'en servir pour l'instruction en famille, puisque du coup sur la carte, le planisphère, le globe, on pourra évoquer Paris et donc la Tour Eiffel, et ça sera vraiment symbolique par rapport à Paris, parce que Paris, la Tour Eiffel, c'est vraiment le symbole de Paris. Maman, Regarde mon chéri, je t'ai pris une Tour Eiffel. moi c'est une Tour Eiffel. Oui. Ah, vous l'avez trois fois. Voilà, la Tour Eiffel, ça c'est fait. Faire le touriste, ça c'est fait aussi. Maintenant on retourne dans la voiture et c'est parti pour 300 km. Ça y est, de retour à la maison après ce périple parisien. Alors c'est vrai que ce matin en plateau, j'ai pas eu le temps de tout dire parce que mon temps de parole était limité. Évidemment, il y avait l'autre maman qui témoignait, il y avait la pédiatre, il y avait différents fichiers images qui ont été mis en scène afin que l'on comprenne le rythme de sommeil de l'enfant, les différentes phases. Et tout ça, c'était vraiment très intéressant. Et d'un autre côté, j'avais envie de dire tellement de choses parce que, par exemple, la maman à côté de moi, c'est vrai qu'elle souffrait de ne pas pouvoir dormir toutes ces nuits de façon agréable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode que j'ai mise au point en lisant énormément, en m'informant, en me documentant, c'est vraiment quelque chose qui répond aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire c'est une méthode où l'enfant ne pleure pas, l'enfant est pris en compte, les besoins de l'enfant sont pris en compte. Je fais preuve d'empathie avec eux, tout est calme, il n'y a aucun pleur, et tout se passe très bien, tout est très serein. Et ça, c'est à mes yeux primordial pour passer ce cap de la nuit avec sérénité. Ça répond aussi d'ailleurs à toutes les découvertes en neurosciences qui ont été faites, comme quoi laisser pleurer l'enfant, c'est très mauvais pour son développement, c'est mauvais aussi pour le stress, etc., pour tout ce qui va se passer en fait dans son corps à ce moment-là, au moment où il pleure pour appeler à l'aide, ce qui veut dire aussi que plus il appelle, moins on lui répond, moins il communiquera tout simplement. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de développer quelque chose qui permette de prendre en compte l'enfant
tout en prenant aussi en compte les besoins des parents. Alors, comme je n'ai pas pu tout développer ce matin, ce que je te propose, c'est de t'envoyer un email qui va récapituler les points forts de ma méthode, ce qu'il faut vraiment savoir, ce qu'il faut vraiment faire pour pouvoir endormir son enfant tous les soirs de manière régulière, dans le calme, sans pleurs, sans stress, sans tension, bref, pour que tout aille bien. Donc si tu es intéressé par cet email, je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve dans le statut ou sur le petit i d'information, tu rentreras ton email et je t'enverrai ensuite cet email. Sur ce, prends bien soin de toi et de tes enfants.